you want, you can go ahead, Amy, and I'll watch Okay. and let you know if they come. Okay, perfect. We'll get started. Welcome to our very last session of our reading network tonight. I'm going to introduce our guest in a moment, but first I'll start with the land acknowledgement. And Jordan, if you want to, thank you. AOPLB reconnaît que les activités de notre organisation et celles de nos membres se réalisent sur des terres des Autochtones. Nous sommes reconnaissants de pouvoir travailler et vivre sur ces territoires. Nous remercions les peuples Métis, Inuits et des Premières Nations qui prennent soin de ces territoires depuis des temps immémoriaux et qui continuent de contribuer à la force de l'Ontario et des collectivités de la province. Nous voulons également reconnaître et faire l'honneur à la pérennité de la présence des Premières Nations, des Métis et des Inuits qui vivent sur ce territoire depuis des temps immémoriaux. And we always like to talk about action when we're talking about our land acknowledgement and the action that we're going to take towards reconciliation. So if you've joined us before, you know that currently we are working with Inspire, which is an organization that it's a charity that supports Indigenous education. And we're very excited with the work that we're going to continue to do with this partnership. Alors, ce soir, nous avons Chantal Lafontaine avec nous. Chantal has been working for 21 years at the Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario as an elementary and middle school teacher, as well as a literacy educational consultant. Since the beginning of her teaching career, her passion for literacy education has led her to be involved in the development of numerous educational resources for French-speaking teachers in Ontario, such as modeling videos, interactive learning platforms for students, and teaching guides for teachers. In her recent years as an educational consultant, the focus of her efforts have been on supporting French-speaking teachers in implementing evidence-based reading and writing teaching practices. Additionally, she is currently collaborating with onlet.org. And so I'm going to pass off the mic to Chantal now. Et elle va présenter lecteur à voix haute, une pratique gagnante. Merci beaucoup. Thank you. I'm going to present in French because I am more comfortable with that. But I can speak English. So if you have any questions that you want to ask or comments that you want to share in English, please feel free to do so. And thank you very much for the introduction. Oui, j'enseigne dans un conseil d'école francophone public depuis 21 ans. Et puis, depuis les derniers 3 ans, je suis conseillère pédagogique et j'accompagne plusieurs enseignants dans la mise en œuvre du nouveau programme cadre de français. Maintenant, je sais que dans les conseils d'immersion, malheureusement, on n'a pas encore un nouveau programme cadre de langue, mais j'espère qu'aujourd'hui, ça va être possible quand même de faire des liens avec l'ancien programme cadre aussi. Ce que je remarque dans mon conseil, c'est beaucoup de questionnements et beaucoup d'insécurité par rapport aux pratiques à mettre en œuvre, des pratiques à conserver, des pratiques à laisser tomber. Et la lecture à voix haute est souvent un sujet de questionnement chez les enseignants. Est-ce que je continue à en faire? Est-ce que j'arrête? Comment est-ce que la lecture à voix haute s'intègre dans un modèle de littératie structurée? Et donc, c'est ce que j'aimerais adresser avec vous aujourd'hui. Donc, comme objectif, la présentation aujourd'hui aura pour but de nous permettre de comprendre les bienfaits de la lecture à voix haute pour les élèves de tous âges, qu'on soit en maternelle jardin au secondaire. J'espère aussi vous permettre d'établir des liens entre les principes de la littératie structurée et la lecture à voix haute. Puis aussi, j'aimerais vous proposer une façon simple et efficace de planifier vos périodes de lecture à voix haute pour mieux cibler les habiletés que vous voulez spécifiquement travailler avec vos élèves.
Ce que j'ai compris aussi, c'est que, il y a eu déjà des présentations qui ont été faites avec OMLTA par rapport à différentes ressources qui se retrouvent sur le site de Multi-Tiered Systems of Support for English Learners. Notamment les ressources que vous voyez à l'écran, donc les Read Aloud Routines, Text Talks et dans le Teacher Toolkit aussi, on parle beaucoup de l'utilisation de la lecture à voix haute pour venir appuyer nos élèves qui sont apprenants d'une langue. Parce que quand on fait de la lecture à voix haute, on agit comme modèle, on favorise souvent la communication orale, puis on est en mesure aussi d'imbriquer de l'enseignement explicite du vocabulaire. Et donc, la présentation d'aujourd'hui, j'espère, va être un beau complément à ceux et celles qui ont suivi cette formation-là. Avant de commencer aussi, j'aimerais vous demander de vous poser quelques questions de réflexion pour bien orienter votre parcours avec moi aujourd'hui. Donc, la première question, puis ce n'est pas nécessaire de partager, mais vraiment juste de réfléchir dans votre tête. Quels sont les 5 derniers titres de lecture à voix haute que vous avez utilisés dans votre salle de classe? Deuxième question. Quelle est votre préparation typique pour une lecture à voix haute? Qu'est-ce que vous faites habituellement pour vous préparer à faire de la lecture à voix haute à vos élèves? Et troisième question, à quelle fréquence et à quel moment de la journée avez-vous l'habitude de faire votre lecture à voix haute? Donc, juste des petites questions à garder en tête et à réfléchir. Et peut-être que vers la fin de la présentation, si on y retournerait à ces questions-là, vos réflexions seraient peut-être différentes. Je ne peux pas commencer la présentation non plus sans parler des modèles de lecture qui nous guident dans les interventions qu'on veut faire dans nos salles de classe pour supporter nos élèves au niveau de l'apprentissage de la lecture, puis les mener vers des lecteurs compétents. J'aime beaucoup le modèle que vous voyez ici à l'écran, qui est le Active View of Reading en anglais. En français, c'est le modèle de lecture, la vue active de la lecture de Dookie Cartwright, qui a été établi en 2021. C'est une élaboration de la corde de Scarborough qu'on connaît typiquement, qu'on voit typiquement lorsqu'on parle de l'enseignement de la lecture et de littératie structurée. Et j'ai choisi de vous présenter celui-ci, non seulement pour vous expliquer le modèle de lecture, mais vraiment, mon intention ici, c'est de vous permettre de faire des liens justement avec la lecture à voix haute et vous permettre de voir à quel point la lecture à voix haute, de manière bien planifiée et ciblée, mais très intentionnée, peut toucher à toutes les composantes ou quasi dans ce modèle de lecture. Mais je sais que c'est peut-être un peu petit, mais j'attire votre attention à des composantes qui ne se retrouvent pas dans la corde de Scarborough, notamment ici. Alors, on retrouve dans le modèle de Scarborough la corde de reconnaissance des mots et elle est ici dans le modèle de Dookie Cartwright et on retrouve aussi la compréhension du langage oral qui se retrouve ici. Mais dans ce modèle, on voit aussi les processus de transition qui se retrouvent dans le milieu, quelque chose bridging components, quelque chose comme ça dans le Active View of Reading en anglais, ce qui veut dire que ces éléments-là sont au service ou favorisent autant la reconnaissance des mots que la compréhension du langage oral. Et puis, on voit qu'on ajoute ici la fluidité en lecture qui ne se retrouve pas explicitement dans l'accord de Scarborough et la conscience morphologique aussi.
Puis, quand on fait de la lecture à voix haute à nos élèves, c'est l'occasion parfaite de être un modèle de fluidité en lecture à nos élèves. Et puis, étant donné qu'on a du vocabulaire riche qui est présenté dans plusieurs textes, que ce soit informatifs ou des albums jeunesse, qui nous permettent d'aller faire l'analyse morphologique des mots. Dans ce modèle, on voit aussi qu'on ajoute la bulle verte que vous voyez à l'écran, qui est l'autorégulation. Et dans l'autorégulation, on retrouve la motivation et l'engagement. C'est ça aussi des composantes qui ne se retrouvent pas dans l'accord de Scarborough, mais qui sont on sait très bien que ce sont des facteurs déterminants dans les succès en lecture. Si un élève n'est pas motivé à lire, si un élève vit beaucoup d'échecs en matière de lecture, ce sera très difficile pour lui d'avoir une vision positive de la lecture et de vouloir lire. Et on sait aussi que plus on lit, plus on développe notre vocabulaire, plus on développe nos connaissances, plus on devient compétent. Moins on lit, moins ce facteur-là est présent. Donc, la motivation joue un rôle crucial dans le succès en lecture et on doit créer des opportunités où la lecture est vue comme un aspect positif. Et la lecture à voix haute, c'est l'occasion parfaite de le faire. Puis le dernier élément auquel je veux attirer votre attention, c'est dans la compréhension du langage. Dans l'accord de Scarborough, on retrouve l'importance des connaissances antérieures, le background knowledge, qui est important et qui est un facteur décisif pour faciliter la compréhension. Plus on a des connaissances par rapport à un sujet, un texte qu'on va lire, plus ce texte-là va être facile à comprendre. Mais dans ce modèle-ci, on parle, oui, des connaissances, mais on parle aussi du bagage d'expérience culturelle qui va faire en sorte que mon interprétation et la perspective par laquelle j'approche un texte va faire en sorte que mon interprétation va être différente, tout dépendant de mon bagage culturel. Donc, c'est important aussi non seulement de tenir compte des connaissances antérieures des élèves, mais aussi de leur bagage d'expérience culturelle. Puis je vous raconte une petite anecdote d'un texte que j'ai déjà lu au sujet d'une petite fille asiatique qui avait perdu ses parents et qui est allée vivre avec ses grands-parents. Et lorsqu'elle est arrivée chez ses grands-parents étaient des grands cultivateurs et avaient un grand jardin dans leur cour arrière et ils faisaient pousser des choux, beaucoup de choux. Les grands-parents, quand la petite fille est arrivée, leur ont dit tu vas aller à cette nouvelle école, va à l'école, rends-toi rapidement, écoute l'enseignante, fais ce qu'elle te dit et reviens à la maison tout de suite après l'école. La petite fille s'en va à l'école et fait exactement ce que ses grands-parents lui ont demandé. L'enseignante demande à l'élève d'écrire un texte au sujet des papillons. Elle écrit un beau texte selon elle au sujet des papillons et le remet à son enseignante. Son enseignante la regarde avec un regard un peu perplexe et franchement un peu fâché et demande à la petite fille d'apporter le texte à la maison et de le faire lire par ses grands-parents. Elle apporte le texte à ses grands-parents lisent le texte et le texte était au sujet de elle qui se promenait dans la cour et qui tuait tous les papillons et qui est très, très fière d'avoir tué tous les papillons. Le grand-père, suite à avoir lu ce texte-là, demande à la petite fille, qu'est-ce que ton enseignante a dit au sujet de ton texte? Et la petite fille a dit, mon enseignante était fâchée. Elle m'a dit, on ne tue pas les papillons, ils sont en danger, il faut les aider, ils sont des pollinisateurs. Et le grand-père a répondu, c'est clair qu'elle achète son chou au supermarché et elle ne sait pas que les papillons blancs font des vers dans nos choux et mangent nos choux. Alors, juste pour vous faire comprendre à quel point la perspective personnelle, le bagage et les expériences personnelles et culturelles de quelqu'un vont complètement changer la perception d'une situation. Donc, l'enseignante n'avait pas du tout la même perspective
et les mêmes expériences de vie que la famille. Et donc, il y avait un malentendu, là, si on veut, ici, là, dans la signification du texte pour la petite fille. Et donc, tout au long de la présentation aujourd'hui, je vous invite à garder ce modèle de lecture-là en tête pour être capable de faire des liens avec ce que je vous propose. Dans son livre Read Aloud for All Learners, Molly Ness a fait une espèce de recensement de toutes sortes de recherches qui ont déjà été menées, qui supportent l'utilisation de la lecture à voix haute et les bienfaits de la lecture à voix haute en salle de classe. Et c'est vraiment intéressant, les recherches qui ont été faites. En fait, il y a des recherches qui ont été faites à l'extérieur de la salle de classe, dans des hôpitaux auprès d'enfants malades et de nouveau-nés qui sont prématurés. Et ces recherches-là démontrent que la lecture aux enfants diminue le rythme cardiaque, diminue le stress et diminue la sensation de douleur chez les enfants malades et chez les enfants prématurés. C'est vraiment, vraiment intéressant. Mais nous, ici, on parle d'un contexte académique. Donc, on va parler des bienfaits socio-émotionnels, motivationnels et des bienfaits académiques et cognitifs. Premièrement, sur le plan socio-émotionnel, on sait tout avec la révision de tous les programmes cadres qui se font qu'on ajoute toujours maintenant un domaine A. Le nouveau programme cadre de français et de Language Arts ne sont pas une exception. On retrouve le domaine A qui touche aux compétences transversales, qui touche à la littératie médiatique et qui touche aussi à les expériences, les expériences de vie, la perspective et les histoires et contributions de différents peuples. Si vous n'avez pas un nouveau programme cadre avec lequel vous travaillez, vous pouvez quand même toucher à ces habiletés-là. Le programme cadre d'éducation physique et santé comprend une section, je ne connais pas les termes en anglais, mais une section de vie saine, comme health. OK, vous savez de quoi je parle. Il est possible aussi d'aller toucher à ces habiletés socio-émotionnelles-là dans cette perspective-là, dans cet aspect-là. Mais bon, les recherches démontrent que la lecture à voix haute permet aux élèves de développer une perspective différente et les habiletés interpersonnelles des élèves. Les élèves, lorsqu'on leur faisait des lectures à voix haute qui touchaient à des sujets de relations interpersonnelles ou de situations sociales relatives au groupe classe, étaient en mesure, les lectures à voix haute étaient en mesure d'aider les élèves à comprendre leur propre comportement et le comportement des autres, ce qui faisait en sorte qu'ils étaient en mesure de développer de l'empathie envers les autres et aussi de diminuer leur propre comportement indésirable. Donc, la lecture à voix haute aidait à contribuer à ces aspects-là, qui est vraiment magnifique. Et donc, en choisissant des textes relatifs à des sujets sociaux, des habiletés sociales, des situations conflictuelles qu'on voit dans notre salle de classe chez nos élèves, on est en mesure de parler de ces contextes-là, d'avoir des discussions autour de ces situations-là, puis d'outiller les élèves pour qu'ils développent cette empathie-là ou qu'ils comprennent mieux leur propre comportement et adoptent des stratégies plus efficaces pour gérer leur comportement, si on veut. Donc, c'est très puissant. Sur le plan motivationnel, vous êtes probablement familier avec l'analogie de l'effet Matthew en lecture, avec la lecture. Donc, les élèves qui ont des difficultés à lire ont tendance à lire moins puis à développer moins rapidement leur vocabulaire et leurs connaissances en matière, en lien avec les habiletés de lecture. Tandis que les élèves qui aiment lire
et qui ont de la facilité à lire vont lire plus souvent et donc développer leurs connaissances et leur vocabulaire beaucoup plus rapidement. Et puis, tout ce qui arrive, c'est que l'écart entre ces deux groupes-là s'agrandit très, très rapidement. Donc, c'est important d'offrir un moment de lecture à voix haute qui va être une période positive et qui va permettre à nos élèves qui sont en difficulté de vivre des moments agréables en lien avec la lecture. Et les données que je vous partage ici viennent de Scholastic, donc c'est des enseignants qui ont répondu à des sondages, mais c'est quand même intéressant de voir comment la lecture à voix haute est perçue. Donc, au cycle primaire, les enseignants affirment que 79% de leurs élèves aiment la période de lecture à voix haute. Donc, il y a vraiment des sentiments positifs rattachés à ça. Au cycle moyen, ça baisse très peu. On est encore à 74, presque 75%, trois quarts de nos élèves qui aiment encore de la lecture à voix haute, donc se faire lire des histoires. Et puis, on constate aussi que la lecture à voix haute est souvent rattachée à des souvenirs très positifs, ce qui est vraiment important, là, comme j'ai mentionné, au niveau de la motivation pour nos élèves en difficulté et pour nos élèves qui sont apprenants d'une langue, parce que le mécanisme de lire, quand on parle de décodage, c'est un processus qui est très difficile et ardu pour eux. Donc, on leur enlève cette composante-là et ils sont vraiment juste en mesure d'apprécier la lecture qui est lue par un adulte. Et finalement, au niveau des bienfaits académiques, là ici, on est plus dans les domaines C et D et dans le domaine B. On constate que les recherches nous démontrent que, bien évidemment, la lecture à voix haute nous permet d'aller bâtir les connaissances de nos élèves, qui est un élément crucial pour favoriser la compréhension générale de la lecture et nous permet aussi de bâtir le vocabulaire. Le fait de lire un album jeunesse par jour permet d'exposer les élèves à plus de 78 000 mots par année. Maintenant, ça, c'est une exposition. Ça ne veut pas dire que le vocabulaire va être acquis de l'élève, mais au moins, si on expose nos élèves au plus grand nombre de mots possible, on a des chances que la prochaine fois qu'il va rencontrer ce mot-là ou dans deux ou trois autres fois d'exposition, ça va devenir un mot qui fait partie de son bagage à lui. Donc, il ne faut pas négliger la puissance de cette exposition au vocabulaire riche. La lecture à voix haute permet aussi de justement aller lire des textes qui sont plus riches et plus complexes que ce que l'élève serait en mesure de lire par lui-même. Donc, on peut se permettre d'aller choisir des livres qui sont à des niveaux plus élevés que ce que les élèves peuvent lire parce qu'on est là justement pour les soutenir puis pour différencier et pour étayer notre enseignement. Et donc, on les expose à des structures de phrases, à une syntaxe qui est plus complexe et puis à des aspects sémantiques qui sont beaucoup plus complexes que ce qu'ils auraient tendance à lire d'eux-mêmes. On est également, comme j'ai mentionné, des modèles de fluidité lorsqu'on utilise la lecture à voix haute. Fait qu'on est en mesure de démontrer comment un lecteur habile va lire avec expression et prosodie et aussi comment un lecteur va utiliser ces différentes stratégies de lecture pour l'aider à mieux comprendre en profondeur les textes. Toutefois, la situation actuelle nous dit que la lecture à voix haute, en fait, bien qu'on sait qu'elle est importante et qu'elle a plusieurs bienfaits, elle est à la baisse. À peu près 60% des enseignants au primaire vont faire de la lecture à voix haute. Rendu au cycle moyen, donc en quatrième à sixième année, ça a tendance à baisser à 27%. Et puis au secondaire, seulement 7% des enseignants font de la lecture à voix haute à leurs élèves, ce qui est une opportunité manquée.
Du côté de la planification de la lecture aux élèves, selon certaines études qui ont été menées, entre 50 à 70 des enseignants ont affirmé ne pas planifier leur lecture à voix haute ou leur planification s'en tenait à lire les quelques pages ou quelques chapitres qu'ils allaient lire cette journée-là et puis tout simplement à faire la lecture. Ce qui est un peu malheureux parce que lorsqu'on ne planifie pas à fond notre lecture à voix haute, on n'est pas en mesure de poser des questions de type d'inférence ou des questions qui sont plus implicites, qui nécessitent une compréhension plus implicite du texte. On a tendance à rester avec des questions peu profondes, puis plus de repérage, si on veut. Et les choix de textes que les enseignants ont tendance à faire, c'est d'aller chercher des textes narratifs, premièrement. Donc, il y a souvent peu de variations dans le type de texte choisi. Puis, ils ont tendance à choisir des textes qui leur sont familiers et donc qui ont souvent 25 ans et plus. Ce qui est aussi un peu malheureux parce qu'en choisissant des types de textes comme ça, bien que j'aime bien mes classiques moi aussi, mais lorsqu'on choisit des classiques, on s'éloigne de la réalité des relations sociales et de la réalité de la vie d'aujourd'hui à laquelle les élèves s'associent. Donc, c'est difficile d'aller justement chercher leur réalité. Maintenant, avant d'aller parler de justement planifier nos lectures à voix haute pour être capable de mieux cibler nos enseignements, je veux qu'on s'arrête pour parler justement de qu'est-ce que c'est la lecture à voix haute, qu'est-ce que j'entends par ça. Mais quand je parle de lecture à voix haute, je parle vraiment d'une lecture qui est interactive avec un groupe d'élèves. Donc, notre enseignante n'est pas là à lire le livre et les enfants ne sont pas passifs dans cet enseignement-là. Au contraire, ils sont très impliqués. On leur demande de converser, d'échanger. On veut qu'ils raisonnent, on veut qu'ils fassent des inférences, on veut qu'ils interprètent le texte, on veut qu'ils bâtissent le sens de la lecture avec eux. Donc, il y a une riche interaction qui va se faire pendant la lecture. Ensuite de ça, le personnel enseignant, lui, a vraiment plusieurs chapeaux à porter pendant cette période-là. Bien, il va jouer le rôle d'interprète, il va être un modèle de lecture, il va être un facilitateur pour faire les connexions, faciliter la formation de liens pour nos élèves. Puis, il va aussi aller jouer le rôle de spéculateur. Il veut semer le doute, il veut aller travailler la pensée critique chez les élèves. Donc, il veut aller chercher ces aspects-là chez eux. Et puis, bien entendu, on veut que ce soit aussi, quand on parle de lecture à voix haute, que ce soit une expérience enrichissante et plaisante, et ce, pour tous les groupes d'âge, qu'on soit chez les plus jeunes ou chez les plus vieux. Mais bien entendu, nos choix de stratégie puis de façon d'aller aborder la lecture vont changer selon notre groupe d'âge. Et puis, comment est-ce que ça s'instaure dans un modèle de littératie structurée? Et quand on parle de littératie structurée, on veut s'assurer d'enseigner la phonologie, l'orthographe, la morphologie, la syntaxe et la sémantique de manière simultanée et intégrée. Et on veut le faire de manière explicite, systématique, cumulative et interactive, puis on veut offrir de la rétroaction à nos élèves. Et donc, si on veut que notre lecture à voix haute s'instaure bien dans un modèle comme celui-ci, c'est là que la planification devient primordiale. On peut enseigner très facilement tous les aspects, la phonologie, l'orthographe, la morphologie, la syntaxe et la sémantique, mais pour que la lecture à voix haute s'imbrique dans notre progression des apprentissages, notre scope and sequence, il faut qu'elle soit bien planifiée pour cibler vraiment là où on est rendu dans nos apprentissages. Et donc, je vous propose une planification en 3 étapes. Très simple, la préparation de la lecture, donc tout ce qui vient avant la lecture, que ce soit la préparation de l'enseignant et même juste le avant au niveau de l'activation des connaissances antérieures et des activités qui vont préparer l'élève à écouter le texte. La réalisation de la lecture, donc le pendant la lecture, et puis le retour et prolongement, donc tout ce qui va venir après la lecture.
Donc, quand on parle de préparation à la lecture, c'est important, comme j'ai mentionné tantôt, d'activer les connaissances antérieures pour préparer nos élèves à l'apprentissage qui s'ensuit. Mais comme j'ai dit aussi, sachant que les connaissances antérieures ne sont pas seulement reliées aux connaissances académiques, on doit aussi regarder notre texte avec une perspective, la perspective de chacun de nos élèves pour voir au niveau des expériences culturelles aussi, qu'est-ce que je dois m'assurer que mes élèves sachent avant d'aller aborder ce texte-là, non seulement au niveau des connaissances académiques, mais au niveau des expériences culturelles. Et donc, c'est là que vient l'idée de livre miroir et livre fenêtre. Non, c'est pas moi qui ai inventé ça, là. Mais le principe des livres miroirs, si vous n'êtes pas familier avec ça, c'est on veut choisir les deux types de situations dans nos salles de classe. On veut s'assurer d'offrir des textes qui permettent aux élèves de se voir eux-mêmes dans les textes qu'ils lisent pour qu'ils puissent faire des liens avec ses propres expériences personnelles, pour qu'ils puissent se reconnaître et pour qu'ils puissent mieux se comprendre. Mais on veut aussi offrir des livres qu'on appelle des livres fenêtres qui vont créer une ouverture sur le monde pour nos élèves, qui vont permettre aux élèves de voir une autre perspective, une autre réalité sociale, et puis d'apprendre sur les autres, justement, pour développer son empathie. Dans le livre Les manchots au chaud, disons que je lisais ce livre-là, Les manchots au chaud, à mes élèves, c'est un texte qui a été écrit par André Poulain. Et c'est une histoire qui parle d'un petit garçon qui se promène sur le bord de l'océan avec sa grand-mère et qui voit un déversement de pétrole. Il se questionne à savoir qu'est-ce qu'il peut faire pour aider les manchots et les oiseaux qui sont recouverts de pétrole. Et c'est là que lui vient l'idée de tricoter des petits manteaux. OK? Mais avant d'aller aborder ce texte-là avec mes élèves, en me posant la question, qu'est-ce que mes élèves ont besoin de savoir et de comprendre avant même que je lise l'histoire? Parce que dans l'histoire, ces détails-là sont implicites et on prend pour acquis que les élèves le connaissent. Bien, ici, dans ce contexte d'histoire-là, j'aimerais parler à mes élèves de c'est quoi le mode de vie sur le littoral, sur les gens qui vivent sur le bord de l'eau, sur le bord de l'océan, etc. Parce que c'est vraiment un mode de vie qui est différent. J'aimerais aussi leur parler des habiletés de vivre, des habiletés traditionnelles comme le tricot, parce que c'est pas tous les enfants qui savent même ce que c'est du tricot. Ou peut-être que certains enfants savent que leurs grands-parents font ça, mais d'autres n'ont aucune idée ce que c'est. Puis on en parle beaucoup dans le texte, donc je voudrais en parler un petit peu. Et puis, je voudrais aussi que mes élèves sachent quelles sont les propriétés du pétrole, que c'est visqueux, que ça colle à la fourrure, que ça colle à la peau, que c'est très lourd. Euh, Comment on transporte le pétrole dans des bateaux de cargaison et qu'est-ce que c'est qu'un déversement du pétrole. Donc, ça, c'est des choses que je voudrais m'assurer d'enseigner à mes élèves, de faire comme un peu de front-loading ou du moins aller vérifier si les élèves ont ces connaissances-là et ces expériences culturelles-là avant d'aller lire le texte. D'un autre côté, il y a le vocabulaire aussi que je veux aussi adresser avant d'aller lire une histoire. Donc, en première année, typiquement, le vocabulaire actif d'un élève va être d'environ 14 000 mots. Ça saute à peu près 20 000 mots en troisième année. Puis, en sixième année, typiquement, un élève a environ 55 000 mots dans son bagage de vocabulaire actif. Mais on sait très bien qu'il y a des grandes disparités d'un élève à l'autre et même d'une année à l'autre. On a des jeunes qui nous arrivent qui ont très peu de vocabulaire et d'autres qui en ont beaucoup. Donc, quand on parle de notre enseignement de niveau 1 à tous nos élèves, notre enseignement universel, puis quand on parle, on pense à la conception universelle de l'apprentissage,
Universal Design for Learning, on veut s'assurer d'enseigner plusieurs mots à nos élèves, mais même avant la lecture, on veut s'assurer d'enseigner explicitement quelques mots qui sont absolument nécessaires pour comprendre l'histoire. Et puis, on veut essayer, c'est notre opportunité vraiment d'essayer de réduire cette espèce d'effet Matthew-là. OK? Mais on sait très bien que souvent, il y a tellement de mots à enseigner qu'on ne sait pas par où commencer. Donc, ici, je vous propose de regarder de deux façons. Des mots qu'on veut enseigner en profondeur, tandis qu'il y a d'autres mots qu'on voudrait plutôt expliquer pendant la lecture. Donc, avant la lecture, des mots qu'on voudrait enseigner en profondeur seraient des mots qui sont utiles aux élèves, des mots qui ne sont pas trop faciles ou pas trop difficiles non plus, mais que les élèves vont être capables de réinvestir dans leur prochaine lecture, qu'ils vont voir souvent dans leur lecture ou qu'ils vont être capables de réutiliser dans leurs discours oraux ou dans leur discours écrit. Tandis que des mots à expliquer, bien, c'est des mots qui pourraient, oui, empêcher la compréhension des élèves au cours de la lecture, mais qui ne nécessitent pas beaucoup de temps pour enseigner de manière explicite, puis qui seraient faciles à expliquer rapidement pendant la lecture. Donc, vous êtes probablement familier avec la pyramide les niveaux de complexité des mots que Beck et McCowan ont créés. Donc, quand on parle des mots du vocabulaire, des mots de vocabulaire du niveau 1, ce sont nos mots qu'on apprend quasi par osmose naturellement dans nos discours à l'oral. Qu'on n'a typiquement pas besoin d'enseigner, à moins qu'on soit dans un contexte d'apprentissage d'une langue. Dans ce cas, des fois, on doit faire un enseignement explicite de ces mots-là. Mais ce sont typiquement des mots qui s'apprennent assez rapidement. On a ensuite nos vocabulaires du niveau 2. Ça, ce sont des mots qui sont du vocabulaire littéraire qu'on n'a pas tendance à voir à l'oral, mais qu'on voit beaucoup à l'écrit. Ou ce sont aussi nos mots fonctionnels, donc les mots qu'on utilise dans nos consignes aux élèves, colorier, comparer, différencier, tous ces mots-là de consignes, ces mots fonctionnels-là, c'est important aussi qu'on les enseigne de manière explicite, des marqueurs de relation pour enchaîner nos idées, etc. Puis ensuite, on a notre vocabulaire du niveau 3, qui est vraiment notre vocabulaire académique. C'est un vocabulaire qui est spécifique à un contenu d'apprentissage. Puis pas pour dire que ces mots-là ne sont pas importants à enseigner, parce qu'il faut les enseigner, ces mots-là, mais typiquement, on va les enseigner dans un autre contexte. Puis typiquement, dans les textes qu'on va lire, l'auteur sait que ces mots-là ne font pas partie du bagage de connaissances des élèves, donc on va souvent les expliquer ces mots-là de toute façon dans le texte. Donc, on veut miser sur des mots du niveau 2 quand on choisit nos mots pour notre enseignement explicite. Alors, prenons, dans mon texte, on parle du mot engluer. Et puis, je choisis ce mot-là parce que c'est un beau mot du niveau 2 que j'estime que mes élèves ne connaîtront pas, mais qui est important pour comprendre des concepts qui se retrouvent dans ce livre-là. Donc, je pourrais demander à mes élèves, et puis si vous êtes intéressé de le mettre dans le clavardage, vous pouvez me laisser savoir sur une échelle de 1 à 4, quel est votre niveau de connaissance de ce mot? Est-ce que ce serait 1, je n'ai jamais vu ce mot de ma vie? 2, j'ai déjà entendu ce mot-là, mais je ne peux pas vous dire qu'est-ce que ça veut dire. 3, je peux utiliser un mot associé ou peut-être un exemple, mais j'ai de la difficulté à définir le mot. Ou 4, je peux définir le mot et je peux utiliser des mots associés ou des exemples. OK? Alors, je pourrais demander à mes élèves de faire ça. Je ne veux pas vous mettre sur le spot. Donc, si vous ne voulez pas partager, vous n'êtes pas obligé, mais peut-être réfléchir dans votre tête. OK? La prochaine étape, et cette démarche ici, c'est une démarche de raisonnement sémantique que je veux faire.
Parce qu'on sait que quand on apprend des nouveaux mots, pour que ça devienne partie de notre bagage de vocabulaire, il faut avoir plusieurs expositions aux mots. Donc, la stratégie que je vous présente maintenant, c'est une stratégie qui va accélérer cette exposition-là. OK? Donc, une fois que j'ai demandé aux élèves de m'identifier quel est leur niveau d'aisance avec le mot, je leur présenterai, je sélectionnerai 5 à 6 images qui me permettent différentes images qui me permettent de illustrer les différentes nuances de ce mot-là. OK? Et là, ce que je demanderais à mes élèves de faire, c'est de faire un PPP, un pense, parle, partage ou un talk and share, je crois que c'est en anglais, turn and talk. Et leur demander de réfléchir ensemble, puis d'essayer d'écrire une définition, de venir à une conclusion de ce que ça veut dire, ce mot-là, à partir des images. Ensuite de ça, ce que je ferai, c'est que je leur présenterai une phrase qui accompagne chacune des images. Donc, ses mains sont recouvertes de cette glu. La matière visqueuse empêche cet animal de pouvoir bouger. Les mouches sont prises sur la bande recollante. Cette étudiante est mal prise car elle a oublié d'étudier pour son évaluation. Et l'homme a le visage beurré d'une crème fouettée gommante. Vous voyez que je n'ai pas utilisé le mot dans mes explications, mais j'ai plutôt utilisé des mots associés. Et je mettrai en valeur ces mots associés-là aux élèves pour leur permettre de comprendre ces différentes nuances-là. OK? Donc là, j'ai essayé de créer 5 différentes expositions aux mots, okay, avec toutes ces différentes nuances. Et si je voulais vous mettre sur le spot, je vous demanderais, est-ce que vous avez une définition du mot maintenant à partir de ces images-là et à partir de ces mots associés-là? Mais je me sens assez gentille, donc je ne le ferai pas. Finalement, après un partage avec les élèves de leur définition, je leur présenterai une définition. Et donc, engluer veut dire se prendre dans quelque chose de gluant ou de collant. Ou ça peut aussi vouloir dire, comme dans le cas de notre fille qui étudie pour l'évaluation, se faire prendre dans une situation difficile ou compliquée. D'accord? Et à ce moment-là, je demanderai aux élèves de recopier et d'utiliser la définition dans différentes activités pour que ça fasse partie de leur bagage. Une autre stratégie d'enseignement du vocabulaire qu'on pourrait faire avant la lecture, ce serait de faire carrément un enseignement explicite. Et les étapes que je vous présente ici viennent de Explicit Instruction de Anita Archer et Charles Hughes. Puis dans mon conseil, on a créé un gabarit que vous voyez à la droite. Et lorsque vous allez avoir la présentation, vous allez avoir le gabarit. Mais le gabarit est basé sur les 4 étapes que vous voyez à l'écran. Donc, on présente le mot, on décode le mot avec les élèves, on prononce le mot avec les élèves, on coupe le mot en syllabes ou on étudie aussi, on fait une analyse morphologique des différents préfixes et suffixes qui se retrouvent dans le mot. Ensuite, on donne une définition accessible à l'élève, donc dans un langage que l'élève va comprendre. On présente les différents attributs, donc les qualités du mot qui s'y retrouvent. On fait une analyse morphologique et on présente des mots apparentés, donc des synonymes. Ensuite de ça, l'étape 3, qui est vraiment une étape cruciale, on va illustrer le mot à l'aide d'exemples et de contre-exemples. Donc, on va utiliser soit des images, on peut utiliser des situations pour expliquer, on peut utiliser des phrases qui vont nous démontrer dans quel contexte on peut utiliser le mot, mais aussi dans quel contexte est-ce que le mot ne s'applique pas. Puis, finalement, l'étape 4 va être d'aller vérifier la compréhension des élèves à l'aide de questionnements. Il y a différentes façons de le faire. Je sais que le temps avance, donc je vais y aller assez rapidement. J'aimerais vous présenter sur le site de Anita Archer, il y a plusieurs différentes vidéos que vous connaissez peut-être. Il y en a une justement pour l'enseignement du vocabulaire au primaire et il y en a une aussi pour l'enseignement du vocabulaire chez les plus vieux.
c'est ce que j'ai choisi aujourd'hui. Et je vais vous présenter le premier 4 minutes de cette vidéo-là. Et vous allez voir comment elle fait l'enseignement de un mot en 3-4 minutes. OK? Il ne faut pas que ce soit trop long, notre enseignement explicite du vocabulaire, parce qu'on ne veut pas s'éterniser là-dessus, on veut faire la lecture du livre. Vous allez me dire si vous entendez mon son parce que Some of them we're going to go over the meanings because they're in our part. And the first word here is what, everyone? Allude. Don't write anything down, pencils down, and read the definition and go. If you allude someone, you avoid them or escape from them. So if you allude someone, you avoid them or escape from them. Read the first example sentence and go. The runaway slaves eluded the patrol who were hunting them. Okay, and so they might hide somewhere, go into a barn, go into the woods, go in the back of a cart, but they want to avoid those patrollers that are hunting them down. They eluded them. Read the next example. The convict, oh, teacher mistake. Oh, raise your hand if you've ever heard a teacher make a mistake. Isn't it pathetic? So let's go back and try it again. Go. The convict eluded the police for 10 years. So the convict hid out, stayed away from the police, never was identified by the police, eluded the what, everyone? The police. Last example and go. When playing hide and seek, Jose eluded all of the other players. So was Jose found? Yes or no? Because to elude is to avoid or escape them. Okay, get ready to tell me if you would elude. You are coming to this school and you don't want anybody to notice you. And so you sort of walk down the halls, and when people come, you go down another hall. Did he elude people? Yes or no, everyone? Yes, okay? So he's walking down the hall and he waves to people. Hi, how you doing, Jose? Hi, Maria. Did he elude people? Yes or no? No. So the principal has called you to the office. I mean, I don't want to go see the principal. I think I'll go to the boys' room. Did he elude the principal? Yes or no? And then the principal comes into the bathroom and says, did he elude the principal at that moment? Yes or no? No, okay? And so elude. So this, you can see how it might have a part of this story. And two is I want you to tell your partner your best guess about how the word elude might be used in the story about Harriet Tubman, a slave in a slave state. So tell your partner how the word elude might be used in the story we're going to read. Donc, je vais l'arrêter là parce que je vois que le temps file beaucoup et donc je veux m'assurer d'avoir le temps de présenter tout le restant. Alors, on voit qu'en ces 3 minutes-là, elle a passé à travers de presque toutes les 4 étapes. Là, elle permet aux élèves de discuter du mot, puis ensuite de ça, elle va leur demander d'écrire leur définition du mot. Donc, en 3-4 minutes, on a fait l'enseignement explicite de un mot. Et on ne voudrait pas faire plus que 2 à 4 mots avant la lecture pour pas que ça prenne trop de temps, justement. Ici, je sais que vous ne voyez pas très bien le texte qui est écrit à l'écran, mais je ne voulais pas faire de reproduction interdite. Donc, j'ai vraiment utilisé la photo qui a été publiée par l'auteur. Mais l'enseignement du vocabulaire aussi, les mots qu'on n'a pas enseignés de manière explicite, on peut les expliquer à travers de notre gestuelle et donner une simple explication rapide lors de notre lecture. Et donc, ça pourrait avoir l'air de quelque chose comme ceci. Si j'étais en train de lire justement cette première page-là, ce que ça dit, c'est le soleil fait danser ses rayons. La mer fait valser, alors là, je pourrais valser et danser devant les élèves pour leur démontrer ce que valser veut dire. La mer fait valser ses vagues. Les manchots
je pourrais pointer au manchot. Vous ne voyez pas très bien, mais je pointe au manchot présentement. Les manchots sautent dans les flots. Alors, dans les flots, et je pourrais faire une action de vague comme ça pour leur démontrer que des flots, c'est des vagues. Et devant leurs acrobaties, devant leur culbute, Mathéo et sa mamie rient. Donc, juste dans cette petite lecture-là de 4 phrases, j'ai expliqué 3 ou 4 mots rapidement. OK? Donc, il y a toutes sortes de façons que je peux utiliser aussi pour m'assurer que les élèves comprennent le vocabulaire. Maintenant, si on rentre dans la lecture, le pendant. Donc, tout dépendant des groupes d'âge qu'on a devant nous, on peut travailler différentes habiletés. Donc, premièrement, on peut travailler nos habiletés fondamentales qui font partie de notre nouveau domaine B dans le nouveau programme cadre. Et donc, on peut travailler les concepts reliés à l'écrit. On peut aussi travailler les connaissances des lettres et la conscience phonologique et phonémique. Mais ici, je veux faire un petit bémol. Ce n'est pas ici qu'on va faire notre enseignement explicite de ces éléments-là, mais bel et bien un endroit où on peut aller consolider ce qu'on a enseigné dans notre progression des apprentissages. Et de là, l'importance d'avoir notre progression des apprentissages pour être capable de bien cibler notre appui qu'on peut offrir à partir de la lecture à voix haute. Donc, des choses qu'on peut faire avec nos élèves, d'aller repérer le titre, l'auteur, l'illustrateur, identifier les différentes parties du livre, la première de couverture, la quatrième de couverture, la directionnalité de la lecture, je lis de gauche à droite, sur quelle page est-ce que je commence, etc. Je peux aussi travailler les connaissances des lettres, alors tout dépendant des livres que je vais choisir, des livres qui ont différentes écritures, qui mettent en valeur des fois certaines lettres ou les grosseurs de texte vont varier. Je peux pointer aux lettres qu'on est en train d'apprendre ce jour-là. On peut distinguer entre les majuscules et les minuscules. Pourquoi est-ce que l'auteur a mis une majuscule ici? Pourquoi pas ici? Nommer des lettres dans les divers mots et représenter les sons que ces lettres-là font. Alors, on peut vraiment s'amuser beaucoup avec notre lecture à voix haute. Et on peut aller travailler aussi la conscience phonologique, aller supplémenter, en plus de notre enseignement explicite, aller démontrer ou souligner des rimes qui se retrouvent dans notre livre ou même des allitérations, compter le nombre de mots dans les phrases, compter le nombre de syllabes ou de sons dans certains mots, faire des exercices de fusion et de segmentation phоnémique avec des mots intéressants qu'on voit ou même des onomatopées, etc. On peut aussi, bien évidemment, travailler la compréhension et la métacognition, puis c'est vraiment là qu'est la beauté des choses. Donc, tout notre domaine C ici, ou dans l'ancien programme cadre, bien évidemment, dans la section lecture, on avait nos stratégies les stratégies de lecture ne se retrouvaient pas dans le programme cadre, mais on avait plusieurs choses qu'on pouvait travailler pour aller développer quand même la pensée critique et l'appréciation de la lecture. Et donc, vraiment, c'est ici notre moment, notre parfaite occasion pour aller penser à voix haute et modéliser toute l'utilisation des stratégies qu'on fait pendant notre lecture. Puis bien qu'on sait que le modelage est une stratégie de lecture ou une stratégie même d'enseignement très efficace, les recherches démontrent qu'on en fait très peu dans notre salle de classe. Donc, c'est vraiment ici qu'on montre à nos élèves comment on utilise une variété de stratégies de lecture pour nous permettre d'accéder à un sens plus complexe, plus profond de notre histoire et surtout d'être capable de visualiser l'histoire. Chez nos élèves plus vieux, c'est une parfaite occasion de leur permettre de se fermer les images, puis d'imaginer quelles seraient les illustrations pour le texte. Puis quand on parle de nos élèves qui sont apprenants de la langue, c'est important ici qu'on leur donne des structures de phrases qui vont les guider vers l'utilisation de ces stratégies-là. Donc, on va utiliser des choses comme « dans ma tête, je vois » ou « les détails que je remarque ici sont » ou « quand j'entends », je vois ceci dans ma tête. Donc, d'utiliser des amorces de phrases et de les écrire puis de les rendre accessibles aux élèves va leur permettre ensuite
de réfléchir en utilisant ce début de phrase-là pour leur permettre de formuler leurs idées. Donc, je suis perplexe par rapport à quelque chose. Ou avant la lecture, je pensais ceci, maintenant je pense cela. Cela me fait penser à, j'ai l'impression que cela me fait, oh, j'ai 2 fois cela me fait penser à, ou je me demande. OK? Donc, d'avoir ces amorces de phrases-là, travailler avec des amorces de phrases est très bénéfique pour les élèves apprenants de la langue. Comme j'ai mentionné tantôt, la lecture à voix haute, lorsqu'on la planifie, on est en mesure de planifier des types de questionnements différents. Donc, oui, on veut avoir des questions explicites de repérage ou de rappel ou qui sont en lien avec la structure du texte ou des éléments visuels, mais on veut aussi poser des questions implicites où les élèves vont être en mesure de faire des inférences ou de réfléchir aux procédés littéraires ou aux figures de style qui se retrouvent dans le texte pour déduire le sens. On veut aussi poser des questions qui vont permettre à nos élèves d'interpréter ou de réagir à la lecture, de regarder les différentes perspectives au niveau culturel, de faire un résumé aussi de la lecture. Puis, on veut aussi poser des questions qui vont leur permettre de porter un jugement critique, d'analyser, de réfléchir, de se mettre d'accord ou pas d'accord avec l'auteur. Et c'est là qu'on va aller développer tout l'aspect de la pensée critique. C'est très difficile à faire si on ne planifie pas. Puis, on peut aussi aller travailler nos habiletés langagières. Et donc, je vous propose une stratégie qui s'appelle la lecture dialogique, qui est une lecture répétée sur plusieurs jours, qui met l'emphase sur différents aspects de la lecture. Donc, la première journée, pendant la lecture, on va mettre l'emphase sur des questions de niveau 1, si on veut, des questions de base, des questions explicites, directes, de rappel, de qui on parle, quoi, quand. On va répéter les nouveaux mots, on va approfondir par rapport aux questions, on va donner de l'information supplémentaire aux élèves. On va discuter sur des sujets d'intérêt par rapport à leurs intérêts en face au livre. À la deuxième lecture, c'est là qu'on va aller questionner un petit peu plus profondément, où on va aller maintenant poser des questions ouvertes pour aller solliciter le retour d'information des élèves. Puis, on va aller ajouter des détails à ce qu'ils vont dire, à leurs réponses, et on va les questionner pour qu'ils donnent plus d'informations encore, pour avoir une espèce d'échange et de conversation avec eux et une discussion un peu plus riche. Puis finalement, pendant la troisième lecture, c'est là qu'on va aller poser des questions d'interprétation et des questions d'analyse, de jugement. Puis on va essayer de faire en sorte que les élèves vont créer des liens aussi entre leurs connaissances et ce qu'ils sont en train de lire. On veut poser des questions en lien avec leurs expériences personnelles. Et un petit rappel aussi des petits éléments à ne pas oublier lors de la préparation de votre lecture, de planifier des moments d'arrêt stratégiques. Donc, on ne veut pas s'arrêter trop souvent pendant notre lecture. Typiquement, on veut s'arrêter 3 à 4 fois pendant notre lecture pour ne pas briser la compréhension. On veut utiliser des stratégies qui sont appropriées au groupe d'âge. On veut prévoir des lectures multiples parce que plus on lit le texte, plus on est en mesure d'aller comprendre des petites nuances et des éléments supplémentaires. Puis, on veut vraiment encourager la conversation. C'est là que nos élèves, surtout nos élèves apprenants d'une langue, vont être en mesure de l'utiliser, cette langue-là, pour échanger puis pour développer, en utilisant le vocabulaire qu'on leur a enseigné, leurs compétences langagières. Puis juste une petite mention de ne pas oublier d'enseigner aussi le langage littéraire. Donc, si on parle des péripéties dans l'histoire, on doit s'assurer que nos élèves sachent qu'est-ce que c'est. Et tout dépendant du type de texte qu'on va enseigner, il y a un vocabulaire associé à ce genre de texte-là aussi. Et finalement, le retour, le après et le prolongement. On doit se poser des questions comme quels apprentissages socio-émotionnels est-ce que mes élèves peuvent faire? Donc, en lien avec notre domaine A encore, qu'est-ce que, au niveau de l'autorégulation, des relations interpersonnelles, au niveau de la prise de décision,
Il ne faut pas sous-estimer aussi le pouvoir de la conversation. Il n'est pas nécessaire de prévoir une activité écrite suite à une lecture tout le temps, mais le fait de permettre à nos élèves de discuter, c'est très, très riche. On ne peut peut-être pas voir des traces de l'apprentissage, mais croyez-moi que l'apprentissage se fait. On peut aussi se poser la question, quel lien interdisciplinaire est-ce que je pourrais accentuer? Puis ici, pas prendre pour acquis que mes élèves vont faire des liens entre les autres matières puis les connaissances qu'ils ont déjà. Des fois, c'est important que nous, on explicite ces liens-là pour eux. Euh, mais est-ce que c'est possible d'en faire? Comme par exemple, dans mon histoire des manchots chauds, on peut parler de l'environnement qui se retrouve dans nos programmes cadres de sciences. Et quel type d'activité riche en matière de littératie, et je dis bien riche en matière de littératie parce qu'il faut faire des choix. Notre bloc de littératie est limité, puis il faut choisir des stratégies qui vont être bénéfiques et gagnantes, qui vont avoir un impact chez nos élèves. Donc, activité riche en matière de littératie que je pourrais exploiter après la lecture. Et je vous propose une petite activité comme celle qu'on retrouve dans The Writing Revolution. Ça, c'est en prenant pour acquis que nos élèves, on leur a déjà enseigné les conjonctions et qu'ils connaissent ce que ces mots-là veulent dire, mais de leur présenter un fragment de phrase comme les manchots tremblent de froid et leur demander de le terminer la phrase en utilisant 3 différents mots connecteurs. Donc, les manchots tremblent de froid car ils sont recouverts de pétrole. Les manchots tremblent de froid, mais les secouristes vont nettoyer leur plumage. Et les manchots tremblent de froid, donc Mathéo leur tricote un chandail. Donc, en utilisant ces 3 marqueurs de relation-là, on est en mesure d'aller chercher ce que l'élève a compris de l'histoire et il doit aller repêcher ces informations-là pour les redire dans ses propres mots en complétant ces phrases-là. Donc, c'est une superbe façon pour aller travailler et la syntaxe et la compréhension, puis même l'utilisation du vocabulaire qu'on a enseigné de manière explicite qu'on veut que l'élève réinvestisse. Donc, vraiment une belle petite activité qui prend très peu de temps, mais qui est très gagnante. Finalement, je vous invite à réfléchir aussi quand vous faites votre enseignement et vos lectures à voix haute, de penser à des ensembles de textes à utiliser, de rester dans un même sujet pendant 2 à 3 semaines, ce qui va faire en sorte que l'élève va être en mesure de réinvestir justement les connaissances qu'il a apprises et le vocabulaire qu'il a appris dans les prochains textes qu'il va lire par rapport à ce même sujet-là. Ici, je n'irai pas en détail, là, je ne l'expliquerai pas, mais c'est une explication, une planification qui va utiliser 2 textes et on va présenter un texte narratif en premier avec du vocabulaire qui va être ensuite réinvesti dans un 2e texte qu'on va lire dans la semaine, un texte informatif cette fois-ci, et l'élève va pouvoir faire des liens entre ses apprentissages. Donc, un rappel aussi que la lecture à voix haute se fait dans toutes les matières. On n'a pas besoin de se tenir juste à la lecture à voix haute en littératie. On peut apprendre et lire toutes sortes de textes variés, très riches dans toutes sortes de différents contextes. Donc, je vous propose des moyens ici. Je vous donne aussi un gabarit de planification vide à la gauche. OK? Et à la droite, c'est la planification d'une lecture interactive de Manchot au chaud que j'ai créée avec mes collègues pour les enseignants de notre conseil et qui a été aussi publiée sur le site d'André Poulain. Et donc, si vous voulez vous essayer avec ce livre-là, si vous l'avez entre les mains, vous êtes bienvenus de l'utiliser. Quelques petits trucs aussi à garder en tête, à portée de la main lorsque vous faites votre lecture à voix haute pour faciliter la discussion et présenter des choses, des mots, des lieux aux élèves en cours de route. Et puis, n'oubliez pas aussi que la lecture à voix haute, c'est un moment propice pour aller faire plusieurs observations et recueillir des preuves d'apprentissage qui va vous permettre de donner de la rétroaction aux élèves et de les faire cheminer davantage. Donc, une simple grille d'observation où vous allez pouvoir noter des éléments est très, très bénéfique. Puis finalement, je vous laisse avec ces questions.
Quel genre d'activité est-ce que je fais typiquement avant, pendant et après ma lecture? Quel concept ou propos discutés aujourd'hui m'interpelle davantage? Et quel défi est-ce que j'envisage? Puis, je vous devance parce que probablement qu'un des défis auxquels vous réfléchissez, c'est peut-être le manque de temps de planification et peut-être le manque de ressources. Et donc, je vous laisse aujourd'hui avec un recensement de toutes sortes de ressources qui se retrouvent déjà sur le web. La plupart sont gratuites, quelques-unes sont payantes. Donc, ici, ce sont toutes des ressources qui sont disponibles en français. Donc, on a des guides pédagogiques pour vous expliquer davantage ce qu'est la lecture interactive, qui est une lecture à voix haute en interaction. Des sites qui vont vous permettre de faire des choix de livres d'actualité. Des fiches pédagogiques qui vont vous aider à faciliter votre planification et aussi des gabarits de planification, des planifications de lecture interactive déjà faits. Si vous ne connaissez pas, j'enseigne avec la littérature jeunesse, ça vaut la peine d'aller découvrir. Je vous laisse également avec des ressources de textes qui se retrouvent gratuitement, des textes numériques. Donc, on doit aussi enseigner, utiliser des textes multimodales dans notre enseignement. Donc, ça, ce sont des bons points de départ. Et ce sont tous des textes en français. Et puis, finalement, je vous laisse avec des ressources si vous voulez en développer vos connaissances par rapport à la lecture à voix haute, la lecture interactive. Je vous recommande fortement le Read Aloud for All Learners. Il y a aussi un autre livre que j'aime beaucoup, The Ramped Up Read Aloud. Ça, c'est des planifications vraiment déjà faites pour plein de livres en anglais. Et puis, l'album Jeunesse, un trésor à exploiter, qui est écrit par André Poulain aussi. Vous avez aussi plein d'autres sites pour aller approfondir vos connaissances et 2 podcasts, un en anglais, un en français, au sujet de la lecture à voix haute. Je vous remercie. Je suis désolée d'avoir dépassé un peu mon temps, mais s'il y a des questions, ça va me faire plaisir de les répondre. Juste avant qu'on prenne du temps, s'il y a des questions, j'aimerais dire un gros merci, Chantal. On peut comprendre pourquoi la lecture à voix haute est une pratique gagnante avec tous les avantages que tu as discutés. Puis j'ai beaucoup apprécié les stratégies pratiques et je sais que nos membres vont beaucoup aimer la liste des ressources que tu as mis dans la présentation aussi. Donc, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Je ne sais pas si on a des questions. Je sais que peut-être des personnes ont besoin de partir. Oui, parce qu'il fait très beau dehors. La vie continue aussi. Exactement, oui. Il est 5 heures, c'est l'heure du souper. Oui. Alors, je vais juste vitement aussi je vais terminer. On a comme pour toutes nos sessions l'opportunité de gagner des whitebooks pour votre classe. Donc, j'ai mis le lien dans le chat. Aussi, j'ai mis le feedback form parce que on reçoit les fonds du ministère pour faire ces opportunités. Donc, ça nous donne de remplir le rapport, puis aussi ça nous aide à planifier à l'avenir. Et Carmel, je crois que je ne dois pas rouler la roue parce que tu as gagné notre carte. Donc, si tu veux envoyer un courriel à omlta@omlta.org avec ton courriel. Oh, merci bien. C'est super. Merci beaucoup. Parfait. Et finalement, n'oubliez pas que tous les enregistrements sont sur notre site web. Et aussi, nous avons les autres ressources. Si tu vas sur le site et tu cherches Reading Network, tu vas trouver les enregistrements et les ressources disponibles. Et merci beaucoup pour votre participation. Je ne sais pas, Jordan ou Angeline, si tu as quelque chose à ajouter. Excusez-moi.